Moi, c'est Angélique. Et pour rebondir sur le sujet que Cynthia avait mis par rapport au problème d'odeur corporelle, eh bien, j'avais expliqué dans une précédente vidéo que les médicaments psychiatriques, qu'ils soient de première, deuxième ou troisième génération, pouvaient provoquer des dérèglements et augmenter la transpiration. Bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces médicaments de première, deuxième, troisième génération peuvent aussi avoir différentes incidences et qu'il ne faut surtout pas mélanger certains médicaments. Je vais prendre pour exemple deux médicaments que j'ai eus et qu'il ne faut absolument pas mélanger. L'Abilify, qui est un régulateur d'humeur, et le Tertian. Chez moi, ça a eu des effets dévastateurs, dans le sens où je n'avais plus aucune conscience du danger ni des risques. Pour donner un exemple très concret, on pouvait me mettre une arme à feu en face de la tête et la seule chose que j'allais répondre, c'est vas-y, tire. Je n'avais plus aucune sensation de peur ni aucun instinct de protection. Voilà. Ça veut dire que j'étais capable de prendre des risques inconsidérés parce que je n'avais plus aucune conscience de ça. Ce qui peut, je le répète, être extrêmement dangereux pour la personne. Ça, faut pas l'oublier. Et quand on vous dit, mélangez tel médicament avec tel médicament et que le professionnel qui s'occupe de vous, qui en l'occurrence est un psychiatre, ne cherche pas plus loin et vous dit oui, par pitié, fuyez et changez de médecin. Parce que là, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Au mieux, vous allez avoir la conscience d'arrêter ces traitements et puis de vous dire que faut absolument aller consulter tout de suite. Et puis, on va régler le problème. Au pire, le problème, c'est que vous pouvez vous mettre en danger sans même vous rendre compte que vous vous mettez en danger. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on est dans un état comme ça, le problème, c'est que quand on se retrouvera, par exemple, face à une bagarre, eh ben, on va pas chercher à comprendre, on va foncer dans le tas. C'est-à-dire qu'on va aller se battre sans même savoir qui ou quoi, ou qui a tort ou qui a raison. On va y aller, on va se battre au risque de se faire tuer parce qu'il faut savoir que certaines personnes se promènent avec des armes blanches, alors couteau, cutter et je ne sais quoi, ou alors avec carrément des armes à feu, ce qui arrive. Bon. Il faut savoir que dans ces cas-là, quand il y a l'intervention des services de l'ordre, des forces de l'ordre, c'est-à-dire police ou gendarmerie, on ne cherche pas à comprendre, on vous emmène aux urgences psychiatriques, et résultat, c'est quoi? C'est quand vous avez une maladie type schizophrénie ou bipolarité, on ne cherche pas à comprendre, on va vous mettre dans une chambre, on va vous faire prendre un médicament sédatif qui vous fait dormir, qui va vous mettre complètement KO, on va vous mettre sur un brancard attaché pour que non seulement vous ne puissiez pas vous faire de mal, mais faire du mal aux autres, et ça va être hospitalisation d'office. On ne vous laisse pas le choix. On va faire appel au préfet et au maire ou l'adjoint au maire. Et vous n'avez pas votre mot à dire. Donc quand vous vous réveillez à l'hôpital psychiatrique, déjà, vous êtes dans une chambre à l'isolement, ce qui, bien entendu, est très compliqué à gérer, premièrement. Et ensuite, ça peut avoir ce que j'appelle des conséquences judiciaires. Ça veut dire que si la personne sur laquelle vous avez tapé est grièvement blessée, voire décédée, alors soit, selon les termes juridiques, ça peut être considéré comme une altération du discernement, c'est-à-dire que vous allez quand même être jugé, mais que vous risquez soit la prison, soit l'hôpital psychiatrique. Dans le cas de la prison, vous ne serez pas forcément soigné ni suivi. Dans l'autre cas, si malheureusement vous avez commis l'irréparable, ça va être ce qu'on appelle les UMD, donc les unités pour malades difficiles. Et vous n'êtes pas prêt de sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces établissements-là sont ultra sécurisés et surveillés. C'est-à-dire que les lits, les meubles, les chaises, tout est fixé au sol. Rien ne bouge. Et c'est fait exprès.
Parce qu'il faut savoir que certains malades sont capables de jeter à la tête des soignants des tables, des chaises et n'importe quoi. Ce qui fait que ça peut conduire à des situations dramatiques pour les soignants. Ensuite, le souci, c'est que face à ces dérives-là, par rapport à ces médicaments-là, il faut être extrêmement vigilant et bien entendu, généralement, le patient a du mal à accepter les choses, mais on ne peut pas dire que c'est de sa faute parce que lui-même ne se rend pas compte de ce qui se passe, ou du moins pas forcément. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle carrément l'irresponsabilité en termes juridiques. Alors là, c'est pas compliqué. Si vous ne passez pas devant un tribunal, vous êtes considéré comme irresponsable, mais par contre, vous êtes dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les UMD, donc les unités pour malades difficiles. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle les cas extrêmes et ils correspondent à peu près, même pas 1% de la population. Bon, alors évidemment, ce qui est dramatique aussi, c'est que les médias ayant accès uniquement à certaines parties de procès et qui montrent ça à la télé, le problème, c'est qu'après, les gens font énormément d'amalgames. Le problème, il est là. Parce que qui dit schizophrène ou bipolaire ou autre maladie du même type ne veut pas forcément dire dangereux. Il faut savoir que 99,9% des malades qui prennent leur traitement et qui est stabilisé, il n'y a pas de souci. Ils vivent comme tout le monde. Ils vont faire leurs courses, ils vont se faire plaisir en allant au cinéma. Beaucoup sont fumeurs. Ça, évidemment, c'est une chose, mais on ne peut pas non plus leur enlever ça. Ce sont des gens qui vont travailler, comme tout un chacun. Alors, bien évidemment, on va plutôt les mettre dans ce qu'on appelle les ESAT ou anciens CAT, qui c'est plus connu sous le terme de CAT, mais actuellement, on appelle ça des ESAT. Donc, évidemment, ces personnes-là vont travailler principalement dans ces établissements-là. Bon. Ensuite, au niveau des médicaments psychiatriques, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait d'autres problèmes, notamment liés à l'alimentation et à la prise de poids. Il faut savoir que pour certains médicaments de première et deuxième génération et également les troisième générations, il faut savoir que ça peut être ce qu'on appelle des développeurs d'appétit. Je m'explique. Par exemple, quand vous allez dans un fast-food, parce qu'on ne va pas citer de nom bien entendu, vous allez prendre, même sur un menu XL, vous allez avoir votre sandwich, votre frite, votre boisson, voire un dessert. Et bien là, ce qui se passe, le problème, c'est que vous pouvez être capable de manger 1, 2, voire 3 menus XL. Ce qui est, au point de vue calorique, est énorme. Ce qui, au point de vue estomac, est énorme. On ne se rend pas compte du tout. Et en parlant de ma propre expérience, sur ce type de médicament, le problème, c'est que en 4 mois, j'ai pris plus de 40 kilos. Et ça, c'est pas à négliger. Parce que ça va entraîner d'autres soucis, tels les problèmes cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol, l'hypertension. Ça va aussi provoquer, bien entendu, des problèmes pour s'habiller, parce que faut pas se leurrer que quand on passe, mettons, d'un 46 à un 56, il faut pas se leurrer qu'au niveau vestimentaire, ça devient très compliqué. Voilà. Et en plus, ça va créer d'autres soucis articulaires, notamment chevilles, genoux, avec des entorses qui peuvent être à répétition, qui peuvent être également, qui peuvent mener également à des ruptures ligamentaires et des fractures, enfin plein de choses comme ça. Et il ne faut pas oublier non plus que les médicaments psychiatriques, qu'ils soient première, deuxième ou troisième génération, ont un impact sur la mémoire. Il ne faut pas se leurrer parce que comme on essaye, je dirais un peu de soigner et on va pas dire faire disparaître parce que ces maladies-là, malheureusement, on ne connaît pas encore le moyen de faire disparaître tout ce qui va être hallucination visuelle
ou hallucinations auditives et parfois même les deux. Alors évidemment, il y a aussi ce qu'on va appeler des névroses, c'est-à-dire que bien souvent, quand on a une névrose, c'est-à-dire qu'on va se replier sur soi-même, on ne va pas vouloir sortir, on ne va pas vouloir faire beaucoup d'activités, mais ça, c'est la maladie qui fait ça. Donc, évidemment, il ne faut pas forcer les gens qui ne veulent pas sortir et qui sont sous traitement à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. De toute façon, déjà, vous allez vous heurter à un refus catégorique, ça c'est certain. Évidemment, ça sert à rien d'essayer de prendre les gens de front quand c'est comme ça. Si vous disent non, laissez-les tranquilles, parce que petit à petit, les choses reviendront à la normale. Mais il faut du temps. Il faut savoir qu'un médicament psy, il fait effet en moyenne entre 1 mois et 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'il met 1 mois à 1 mois et demi pour être réellement efficace. Voilà. Et selon le type de maladie qu'on a et selon le type de médicament qu'on a, le problème c'est que pour certains, au bout d'un moment, on est obligé d'augmenter les doses parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Et les crises reviennent et il faut refaire une réhospitalisation, etc., etc. Et ça peut être un cercle vicieux. Voilà. Et alors évidemment, quand on se retrouve, parce que c'était le problème des médicaments de première génération, on se retrouvait avec des pages de médicaments, c'était impressionnant. Faut savoir que dans certaines maladies, qui notamment est la schizophrénie paranoïaque, ce qui est très très lourd, les malades qui sont dans des UMD, donc des unités pour malades difficiles, ils ont en moyenne entre le lever, le repas du midi, le repas du soir et le coucher, ils ont à peu près une dizaine de médicaments pour certains. Et je peux vous garantir que c'est peut-être un parallèle un peu extrême, mais c'est ça, sur quelqu'un de lambda, un traitement comme ces malades ont en UMD, vous allez dormir pendant minimum 1 semaine d'affilée, c'est-à-dire sans vous réveiller. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, là, on va beaucoup écouter les gens, les journalistes. Oui, mais moi, j'ai un membre de ma famille qui a été tué parce que cette personne-là était en hôpital psychiatrique et que, évidemment, ils l'ont laissé sortir. Mais messieurs, dames, au lieu de vous plaindre au niveau des journalistes, au niveau de dire « Ah oui, mais moi, j'ai perdu un membre de ma famille parce que telle personne a pu sortir, machin », il faut pas oublier que le personnel en hôpital psychiatrique est à peu près entre 2 et 3 fois plus faible que dans les autres disciplines. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'hôpital psychiatrique, c'est une branche bien particulière. Et qu'il y a des malades qui sont, comme moi, très sympas et que quand ça va pas, eh ben, ils vont dire « Moi, je vais pas bien, aidez-moi, je ne veux pas commettre de choses que je me reprocherai. » Et puis il y en a, faut pas se leurrer, il y en a qui disent « Mais moi, je suis pas fou, je suis pas malade, j'ai pas besoin de ça. » Et malheureusement, ça peut conduire à des choses qui sont dommageables aussi bien pour eux que pour les autres. Voilà, ça, il faut pas oublier. Et puis, dans une prochaine vidéo, j'expliquerai aussi, malheureusement, les dérives qu'il existe en psychiatrie. Et ça, je peux vous assurer qu'on est persuadé que non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je peux vous assurer que ça existe et que ça peut avoir des effets catastrophiques.